C'est donc Donald Trump qui a remporté très largement les élections américaines. Et en plus, vous allez voir qu'il est en passe de remporter un grand chelem. Donc tout d'abord, il a remporté le plus grand nombre de voix, donc ce qu'on appelle le vote populaire. Vous le voyez ici, en ce moment, il est à 74 millions de voix contre un peu plus de 70 millions pour Kamala Harris. Il a remporté le Sénat, donc ça c'était bon, on n'en était pas certain, mais c'était quand même bien parti. Et là, on a la confirmation aujourd'hui. Et en plus de ça, il est en passe de remporter la Chambre des représentants. Donc là-dessus, on n'a pas encore la confirmation finale. Il y a encore certains endroits où ils sont en train de compter aux États-Unis, mais on va dire que la probabilité est très élevée. Voilà, donc c'est quand même une victoire très large. Et c'est une victoire qui avait pas été aussi large pour un candidat républicain eh bien, depuis les années 80, depuis Ronald Reagan. Voilà, donc c'est quand même un peu surprenant si on compare ça eh bien, aux principaux sondages qui étaient encore diffusés juste avant l'élection, qui prévoyaient un scrutin extrêmement serré. En fait, c'est quand même une victoire très très large du candidat républicain. En fait, si vous vouliez avoir des informations plus fiables sur le résultat de l'élection avant la tenue du scrutin, il valait mieux se renseigner en regardant un site comme Polymarket. Alors, vous connaissez peut-être, c'est un site de paris en ligne qui utilise d'ailleurs des cryptos pour faire ses paris. Donc, les gens investissent vraiment de l'argent et donc on le voit ici sur le graphique pendant eh bien, les quelques semaines avant l'élection, il y avait clairement une tendance, hein, vous le voyez ici, qui indiquait que Trump était quand même nettement favori. Et donc ça s'est confirmé ensuite. Donc pourquoi est-ce que ça fonctionne mieux un site de paris en ligne? Sans doute parce que les gens mettent leur propre argent, donc il y a vraiment du skin in the game. Et donc ils se posent vraiment la question, ils essaient vraiment d'évaluer de manière la plus objective possible qui peut gagner l'élection. Une autre remarque par rapport à ce scrutin aux États-Unis, il y a quand même une chose qui est surprenante, c'est que à certains endroits aux États-Unis, par exemple en Californie, eh bien, ils sont très loin d'avoir fini le dépouillement, le comptage des votes. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'enregistre le samedi 9 novembre, donc on est plus de 3 jours après la fin du scrutin. Et donc aux États-Unis, pour l'ensemble de l'État donc de Californie, eh bien, ils ont seulement compté 69% des votes. Voilà, donc c'est quand même incroyable. Et il y a même d'autres États. Alors, la Californie, c'est vraiment le pire, hein. Mais il y a d'autres États, par exemple, dans l'Oregon, ils sont seulement à 86% de comptage des votes. Donc c'est vraiment extrêmement surprenant. En plus, c'est souvent des États où les impôts sont les plus élevés. Et donc, ils n'arrivent pas eh bien, à compter rapidement les votes. Alors, il y a d'autres États où c'est beaucoup plus rapide, hein. J'avais vu qu'en Floride, quelques heures après la fermeture eh bien, des bureaux de vote, c'était terminé, hein, tout était compté. Voilà, donc c'est quand même très surprenant que eh bien, voilà, dans un pays développé comme les États-Unis, on n'arrive pas à avoir plus rapidement le résultat d'élection. Ça donne pas vraiment, on va dire, confiance dans le processus électoral. Ensuite, je voulais vous donner quelques éléments pour comprendre un petit peu comment les Américains ont voté. Donc, pour votre information, donc là, vous avez tout d'abord une répartition entre les hommes et les femmes. Donc, les femmes votent nettement plus démocrates, alors que les hommes votent beaucoup plus républicains. Autre chose que vous savez sans doute, et ça s'est accentué, les personnes les plus diplômées aux États-Unis ont tendance à voter beaucoup plus démocrate que républicain. Pour les républicains, ça va être les personnes qui ont fait les études les plus courtes qui votent majoritairement républicains. Encore une fois, c'est des moyennes, hein, tout ça. Et ensuite, pour essayer de comprendre la victoire cette fois-ci, notamment en comparant aux élections de 2020,
eh bien, on se rend compte que enfin, Donald Trump a notamment gagné un peu plus de voix auprès des populations latino et des populations noires américaines. Voilà, donc là-dessus, bah, ils ont eu plutôt tendance en tout cas, à augmenter leur vote en faveur de Donald Trump. Alors maintenant, la question, c'est que va faire Donald Trump? Donc, par rapport à ce qu'il a dit pendant sa campagne, ce que j'ai identifié, c'est les choses suivantes. Tout d'abord, il a prévu de réduire significativement les impôts, alors notamment les impôts des sociétés, mais il a aussi parlé d'une réduction de l'impôt sur le revenu. Pour ça, pour votre information, il a besoin de l'accord du Congrès. Donc je le précise parce on ne sait pas encore si la Chambre des représentants sera gagnée. Et ensuite, il a aussi prévu donc de augmenter les droits de douane. Donc ça, c'est un élément assez important. En fait, le principe, c'est que il veut essayer d'obliger les entreprises qui ne sont pas américaines de venir construire des usines aux États-Unis. Et donc, il leur dit, bah, si vous gardez vos usines en dehors des États-Unis, eh bien à ce moment-là, on va mettre des droits de douane et donc vous allez avoir du mal à vendre sur le marché américain. Mais il n'y aura pas de problème si vous pouvez tout à fait si vous ne voulez pas avoir de droits de douane, eh bien, venir installer une usine aux États-Unis. Voilà, donc c'est vraiment une volonté de la part du président de réindustrialiser le pays. Voilà, mais c'est effectivement en utilisant des méthodes un peu agressives. Ensuite, il a prévu de réduire l'immigration. Alors, c'est notamment, en fait, il voudrait renvoyer, eh bien, en dehors des États-Unis, un certain nombre, un volume, enfin, assez important, un nombre assez important de personnes qui sont rentrées de manière illégale sur le territoire américain. Et en fait, bah, comme l'immigration a beaucoup augmenté pendant l'administration Biden, eh bien, ça fait des chiffres énormes, ça fait des millions de personnes. Donc on ne sait pas très bien à quel point il va appliquer cette mesure. Et enfin, comme souvent, bah, pour les candidats républicains, il a prévu de réduire les réglementations de manière très importante. Et ensuite, il y a un dernier point qui est un peu l'interrogation, on verra tout à l'heure, mais il a quand même communiqué sur ce sujet. Il va essayer de réduire les dépenses de l'État. Alors là-dessus, il y a beaucoup plus de flou, mais le point, c'est que c'est un élément important parce que, bien sûr, les États-Unis sont extrêmement endettés et qu'aujourd'hui, la charge de la dette ben, commence à augmenter de manière exponentielle. Les intérêts de la dette sur la dette américaine aujourd'hui, d'ores et déjà, sont eh bien, supérieurs au budget de la défense. Avant de continuer, j'en profite pour vous dire que j'ai préparé une formation gratuite si vous vous intéressez à la gestion de patrimoine. Je décris dans cette formation exactement la méthode que j'utilise pour gérer ma propre épargne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a un lien pour aller la consulter juste en dessous de la vidéo. Maintenant, on va regarder quelles peuvent être les conséquences de ces décisions justement sur votre patrimoine, sur les différentes classes d'actifs. Tout d'abord, on commence avec les actions. Donc là-dessus, ce type de décisions typiquement républicaines ont tendance d'habitude à favoriser les actions américaines, à la fois ce qui est baisse d'impôts et baisse des réglementations. On l'a vu tout de suite, il y a eu une réaction des marchés juste après l'élection sur les grandes capitalisations, le S&P 500. On a eu une hausse tout de suite assez forte de l'indice. Il a même dépassé 6000 points encore hier à la bourse de New York. Et en plus de ça, les petites capitalisations, les small caps, qu'on peut regarder avec l'indice Russell 2000, eh bien, ont performé encore mieux hein, que les large caps. Donc elles ont augmenté vraiment très très fortement hein, suite à l'élection. Je pense que c'est aussi dû à la politique qui vise à favoriser vraiment localement le développement de l'industrie américaine. Voilà, donc ça, c'est deux conséquences qui paraissent assez logiques. Le problème, c'est qu'on est aux États-Unis déjà sur des ratios de valorisation assez élevés, donc ils sont encore plus élevés aujourd'hui. Et ensuite, si on regarde le reste du monde, effectivement, eh bien, le reste du monde pourrait être, on va dire, un peu défavorisé par ces décisions. Alors, on a, à mon avis, tout d'abord, et le premier d'entre eux, c'est l'Europe.
De façon générale, je pense que l'Europe a un problème lié à l'accès à l'énergie, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Et ils sont, d'un point de vue économique, ils ont quand même des chiffres beaucoup moins bons. On a remarqué hein, qu'il y a un certain nombre de sociétés européennes qui, pour des problématiques de coût de l'énergie, arrêtent d'investir en Europe et commencent à investir aux États-Unis. Voilà, donc je pense que c'est pas très positif pour les actions européennes. Et ensuite, si on regarde du côté de l'Asie et notamment de la Chine, on pourrait effectivement avoir un impact négatif, notamment des tarifs douaniers, par rapport notamment aux sociétés chinoises qui exportent beaucoup vers les États-Unis. Donc là-dessus, bon, le marché a réagi donc de façon logique un peu négativement au début, puis après il s'est repris. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment et il y aura sans doute pas mal de volatilité. La deuxième question, c'est est-ce que la politique de Donald Trump va avoir un effet sur l'inflation, va faire redémarrer l'inflation? Donc honnêtement, c'est possible, hein, compte tenu des volumes de baisse d'impôts qui sont envisagés, et surtout s'il n'arrive pas parallèlement à faire diminuer les dépenses de l'État. Donc ça, c'est possible qu'il y ait un redémarrage. C'est un peu ce qu'anticipent les marchés. Là, on regarde l'évolution hein, du rendement, du taux de rendement sur les obligations à 10 ans américaines. Et donc, ces derniers temps, les taux sont en train de remonter quand même significativement. Ils ont bondi au moment le jour de l'élection, bondi à la hausse. Voilà, donc ça, c'est possible. Ça veut dire aussi que aujourd'hui, il y a un cycle baissier hein, au niveau des taux d'intérêt, au niveau des taux directeurs américains. Ça a été confirmé encore cette semaine par le président de la Fed qui a baissé de 25 points de base les taux directeurs. Mais honnêtement, eh bien, c'est pas sûr qu'il arrive à continuer très longtemps ce cycle de baisse des taux. Voilà, s'il y a des pressions inflationnistes qui commencent à revenir, eh bien, il sera obligé de s'adapter. Quel pourrait être l'effet de l'élection sur la valeur du dollar? Donc là-dessus, eh bien, on a la réponse ici quand on regarde le DXY, donc c'est l'indice hein, qui mesure la valeur du dollar par rapport à un panier d'autres devises. Et donc vous voyez qu'au moment de l'élection, au moment où les résultats ont été connus, eh bien, il y a eu un bond hein, de la valeur du dollar américain, du DXY, qui est passé au-dessus de 105. Et donc c'est assez logique, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on risque d'avoir une combinaison d'une bonne activité économique aux États-Unis et en plus de ça, deux taux qui risquent de taux sur la dette qui risquent d'augmenter un petit peu. Et donc ça, forcément, c'est une situation hein, qui a tendance à faire augmenter la valeur du dollar par rapport aux autres monnaies dans le monde. Le problème, c'est qu'une hausse du dollar, c'est pas vraiment quelque chose que recherche, à mon avis, Donald Trump. Donald Trump a envie de réindustrialiser le pays et donc ça se fait quand même plus facilement si vous avez une monnaie qui a tendance à un petit peu se dévaluer. Mais voilà, dans la situation actuelle, ça va être difficile. Ce qu'il va peut-être tenter de faire, c'est de menacer des pays extérieurs d'appliquer des droits de douane et d'essayer de les forcer à réévaluer leur monnaie. Mais c'est pas sûr que ça fonctionne honnêtement. Un grand pays comme la Chine, pour défendre sa compétitivité, à mon avis, aura plutôt tendance à dévaluer sa monnaie pour maintenir sa compétitivité. Voilà, donc ça c'est le problème, hein. Même le président des États-Unis aujourd'hui n'a pas la main hein, pour arriver à manipuler les taux de change. C'est voilà, la seule personne qui peut avoir un peu un effet sur la valeur du dollar, c'est sans doute le président de la Fed, enfin la Fed. Et eh bien aujourd'hui, Donald Trump n'a absolument aucun moyen de changer le président de la Fed. Voilà, c'est légalement pas possible et donc il aura beaucoup de mal pour arriver à contrôler le taux de change. Maintenant, je voulais faire une remarque par rapport à l'or. Donc là, vous voyez l'évolution sur la dernière semaine. Donc on a eu au moment des résultats de l'élection
une baisse assez forte, hein, on était autour de 2740, donc on est tombé à 2660. Et puis derrière, un rebond, alors notamment lié à l'annonce de la réduction des taux directeurs de la Fed. Voilà, et maintenant on s'est stabilisé, on est à peu près à 2680. Donc là, globalement, cette baisse, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle représente le sentiment du marché, qui est de dire qu'on a plutôt une diminution, on va dire, à mon avis, des tensions géopolitiques possibles avec une administration Trump. C'est assez logique parce que quelqu'un qui, par exemple, a envie de mettre fin à la guerre en Ukraine assez rapidement et globalement a envie de faire en sorte que les États-Unis soient beaucoup moins impliqués dans des conflits en dehors des États-Unis, enfin qui se passent très loin des États-Unis, qui coûtent d'ailleurs très cher aux Américains. Voilà, et donc ça me semble assez logique. Mais c'est vrai qu'on reste dans une situation où eh bien, on pourrait avoir un redémarrage de l'inflation très clairement, comme je l'ai dit précédemment. Et c'est pour ça que, à mon avis, l'or a encore tout à fait sa place, hein, dans un portefeuille. Voilà, moi personnellement, je ne vais pas modifier pour l'instant la place qu'a le métal jaune dans mon portefeuille. Je termine avec le secteur énergétique et plus précisément le pétrole. Donc le candidat Donald Trump a eu un discours, hein, pendant toute sa campagne très positif et a indiqué qu'il faciliterait l'octroi d'autorisations pour produire du pétrole et encore plus de pétrole aux États-Unis. Alors là, quand on regarde ici, vous le voyez sur cette courbe, les volumes de production aux États-Unis, eh bien, on se rend compte qu'on est quand même à des niveaux très élevés en ce moment. On est quasiment au maximum, là, à 13,5 millions de barils par jour. Donc pour information, hein, c'est majoritairement du pétrole de schiste aux États-Unis. Et le truc, c'est que quand on regarde un peu plus précisément au niveau du nombre de puits de pétrole qui sont actifs, eh bien vous le voyez ici sur cette courbe, en fait, ici, on est plutôt en baisse. Voilà, malgré les investissements qui ont été faits, significatifs, dans le domaine du pétrole de schiste, eh bien, il semble que les sociétés américaines, en tout cas aux États-Unis, ont du mal à faire augmenter le nombre de puits actifs. Voilà, donc c'est ce qui m'amène à dire que bah, ici, ils auront du mal sans doute de façon globale, malgré une politique très favorable de la nouvelle administration. À mon avis, ils auront du mal à faire augmenter beaucoup, hein, ici les volumes de production aux États-Unis. Voilà, et donc c'est pour cette raison que moi, personnellement, je reste plutôt très positif sur ce secteur d'activité. Je pense il y a eu pas assez d'investissement dans les dernières années, au cours des dernières années. Et donc, à mon avis, les prix du pétrole devraient rester à des bons niveaux et permettre, eh bien, aux sociétés du secteur de délivrer de très bons dividendes dans les années à venir. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je suis bien exposé à ce secteur d'activité. Si vous vous intéressez à ces problématiques de gestion de patrimoine, j'ai préparé une formation gratuite dans laquelle je décris très précisément la méthode que j'utilise personnellement pour gérer ma propre épargne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la consulter. Il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!